Chers amis, bonjour. Me revoilà. Alors, pourquoi déjà sur mon silence, je vous explique un petit peu quand même, parce que c'est pas possible. Non mais de quoi je me mêle? C'est bien le moment de m'en... Faut arrêter, hein. Bon, que je vous explique. Depuis des années, on fait tout pour me convaincre de partir de Haute-Normandie pour aller vivre en Basse-Normandie, dans la région de Passy-sur-Eure. Donc tout a été bien mis en branle pour que ça se produise, donc j'étais super contente de partir. Je partais là-bas parce que j'avais vraiment envie de partir et j'ai toujours envie. Putain, c'est pas vrai ça. Je reprends. Je disais donc, en fait, on a tout fait pour que je crois qu'on m'accorderait le droit de prendre un logement après un mois passé dans un gîte rural. Et puis au bout de 3 semaines, on m'a dit, oh ben non, tout compte fait, hors de question. Donc évidemment, j'ai eu un petit peu de mal j'ai à encaisser le coup, tout ça pour revenir donc en Haute-Normandie et qu'on me fasse évidemment de nouveau miroiter le fait de repartir à Basy sur ce que j'ai l'intention de faire de toute façon. Et à partir du moment où on me l'interdit d'un côté, je vais trouver un autre moyen. Bref. Donc il m'a fallu un peu le temps de... J'étais un peu sonnée, j'ai mis une semaine avant de remettre les aimants. Bref, toujours est-il que là, je viens de retourner voir un petit peu côté politique, parce que moi, j'ai rien contre la politique en particulier. Hein. Même si c'est pas ma nature première, j'ai rien contre la politique, bien au contraire. Euh, je lisais ce matin, je suis allée lire tout à l'heure au sujet de Thomas Piketty qui est passé sur France Inter ce matin. Bon, j'essaie quand même depuis une semaine de me tenir un peu au courant, quand même un minimum. Et j'ai été notamment interpellée par un article qui était paru dans Mediapart au sujet des retraites. Parce que moi, je suis consciente de mes lacunes et je suis pas une économiste. Donc, c'est pour ça que je suis sur certains sujets. Quelquefois, je suis en retrait, non pas parce que ça m'intéresse pas, mais je suis consciente tout simplement que c'est pas ma partie, quoi. Moi, je suis une artiste d'abord, donc évidemment, à ce titre-là, je vois des choses, mais je n'ai pas la science infuse, comme dirait l'autre, donc je laisse parler ceux qui savent mieux que moi. Hein. Mais quelquefois, j'y mets quand même mon grain de sel. Et notamment quand il y a des gens qui, politiquement ou sur le plan journalistique, sont infiniment plus compétents que moi et que j'arrive à comprendre un peu mieux et que j'arrive à faire enfin, à trier un peu mieux, à mettre un peu de lumière dans ma façon de penser et que je vois conforter complètement des choses que j'ai déjà dites, notamment sur le sujet. Alors vous allez me dire, là il est question des retraites, je parle de la pénibilité par exemple. Parce que sous le gouvernement de François Hollande, on peut dire ce qu'on voudra, mais mine de rien, le compte pénibilité, c'est quand même un des premiers gouvernements qui avait envisagé, enfin qui avait pas envisagé, qui avait vraiment mis sur pied quelque chose qui tendait à mettre en avant le fait que les métiers pénibles devaient jouir d'une plus grande considération et d'une plus grande reconnaissance qu'un métier qui l'était moins. Bon, maintenant, c'est vrai que la notion de pénibilité, c'est quelque chose qui est très subjectif, parce que vous avez par exemple des gens quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier et qui est urgentiste, par exemple, va être soumis à une forme de stress qui est aussi assimilable à une forme de souffrance psychologique et de pénibilité, là où un mec qui travaille et qui transporte du bitume sous 40 degrés en pleine canicule va aussi être dans une situation de pénibilité, mais qui serait une pénibilité d'un autre ordre. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut la hiérarchiser, mais n'empêche que moi, je me souviens très bien qu'au début du gouvernement d'Emmanuel Macron, il a été dit froidement que le compte pénibilité, dégagé, quoi. Donc déjà, moi, ça me foutait hors de moi, j'aurais bien collé un pain, mais je n'avais pas sous la main, alors je n'ai pas pu coller un pain. Voilà, vous aurez remarqué mon look Marguerite Yourcenar, un petit peu. Donc je vous explique, en fait, il fait que 13 degrés dans ma maison. Non mais on se calme, c'est pas grave, tout est en train de se faire, le rendez-vous est pris avec EDF jeudi après-midi, j'ai retrouvé une température normale. Il se trouve que la raison pour laquelle je suis partie de Passy-sur-Eure aussi, c'est qu'on m'en a fait voir des vertes et des pas mûres au sujet de la borne, des bornes pour recharger ma voiture. À partir du moment où vous n'êtes pas à votre domicile, vous êtes obligé de vous reposer sur les bornes existantes. Et il se trouve que les bornes existantes ne fonctionnent toujours pas avec ma voiture. Ça n'est pas ma voiture qui a un souci, on utilise le fait de me donner accès ou de ne pas me donner accès à certaines bornes pour me manipuler moi et m'inciter à ceci ou à cela. Donc évidemment, à un moment, ça a fini par me gonfler. Et donc du coup, je suis restée à Passy-sur-Eure un mois et demi.
Et en fait, je suis repartie le dernier jour, je suis partie plus tôt, un jour j'en ai eu marre, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis cassée, je suis rentrée ici. Je me suis dit ici, au moins en Haute-Normandie, peut-être que je vais en partir, mais en tout cas, j'ai la prise Grenoble sur le bout de la maison, et puis voilà. Seulement voilà, il faisait, pendant que je suis partie, il faisait 10 degrés dans la maison parce que j'avais mis le minimum, quoi, au niveau du radiateur. Et puis une fois que je me suis pointée ici pour essayer de rehausser le chauffage, dès que je mettais ma voiture à charger, systématiquement, ça disjonctait. Voilà, donc obligé de courir 10 mètres sous la pluie battante avec le tournevis pour réenclencher le machin, enfin bref, ça. Puis là, bon, voilà, c'est en train de se résoudre. Jeudi après-midi, le technicien vient pour augmenter la puissance de mon compteur électrique. On va s'en sortir, on va y arriver. Bon, bref, Piketty. On va revenir à Piketty. Alors, ce matin, donc sur France Inter, qui est en grève, je vous recommande d'aller écouter d'ailleurs Nicolas Demorand, qui en a très bien parlé ce matin. Et je cautionne tout à fait. Et au sujet de la grève sur France Inter. Et donc, il y avait quand même Thomas Piketty qui était invité de Léa Salamé ce matin. Et puis, en écoutant Thomas Piketty, j'apprécie ce qu'il fait et ce qu'il dit toujours, parce que moi, j'aime beaucoup les vulgarisateurs, en fait, parce que ils arrivent par définition, à expliquer des choses qui sont complexes et à les rendre plus abordables. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce qu'on peut pas être spécialiste partout. Il y a des gens quelquefois qui me disent ah bah ouais mais tel truc t'es pas spécialiste, et tel truc bah non, effectivement c'est vrai, je fourre mon nez partout, je suis tout à fait d'accord. Mais l'avantage de ne pas être spécialiste d'un truc en particulier, c'est que je vois davantage les correspondances qui existent entre un domaine et un autre, là où quelqu'un qui est spécialisé ne va pas nécessairement les voir. Voilà pourquoi mon regard est si précieux. Voilà. Alors, je vous signale que j'ai peut-être le look Marguerite Yourcenar, mais je vous signale quand même que je me suis peint des lunettes qui sont assorties à ma tenue. J'espère que tout le monde a bien noté. D'accord? Bon, ça c'est fait. Donc, j'ai rédigé un article sur ce point parce que je me suis dit, bon, quand même, Mediapart qui parlait des retraites l'autre jour, j'avais lu, et puis j'ai dit, d'accord, ok. Bon, puis Piketty qui en remet une couche ce matin, si vous voulez, je me suis dit, bon, là, voilà. Moi, j'ai autant confiance dans l'un que de l'autre, j'ai autant confiance en l'un qu'en l'autre, et donc je me suis dit, bon, d'accord, ok, je comprends un peu mieux. Et c'est intéressant parce que on se rend compte qu'il y a quand même une forme de dynamique par rapport à la réforme qu'on essaie de nous inséminer, on va dire, hein, d'une certaine façon. Voilà. Alors, je suis allée voir sur Twitter, évidemment, pour voir. Et là, il y a des gens qui ont dit ah, mais Piketty, vous êtes au courant qu'il y a une plainte contre lui avec Filippetti? Et voilà. Alors voilà. Donc c'est intéressant de se demander pour quelle raison, au moment où deux personnes qui connaissent le sujet quand même, quoi, hein, que ce soit Mediapart ou que ce soit Piketty, ils savent de quoi ils parlent quand même, et de voir qu'au moment justement où, à quelques jours de la grève générale, on se rend compte qu'il existe des personnes quand même qui aimeraient bien, qui vont. Il y a un proverbe qui dit quand le juste montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ben là, c'est un petit peu ça. Ah bah oui, effectivement, Aurélie Filippetti a porté plainte, paraît-il. C'est sorti dans les Inrocks, donc je pense que c'est vrai. A porté plainte contre Thomas Piketty. Ils vivaient ensemble avant. Enfin, c'était un couple avant qu'elle soit avec Arnaud Montebourg. Et donc, il l'a un peu brutalisée pour la virer de chez lui parce qu'il lui reproche, elle aurait eu un comportement inapproprié vis-à-vis de ses trois filles à lui. Alors, évidemment, moi qui ai eu trois filles, je suis sensible à cette histoire. Mais au-delà de ce cas-là en particulier, ce que ça met en avant, c'est qu'à l'ère, au moment où il y a eu justement le mouvement MeToo, et il n'est pas question pour moi évidemment de remettre en cause en quoi que ce soit la justification de cette cause-là, bien évidemment, bien au contraire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'il faut se garder de faire des généralités. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'un côté les femmes qui sont blanches sous le ventre, comme on dit vulgairement, et qui ont toujours raison, et de l'autre côté les hommes qui ont toujours tort. Et hier soir, non, oui, c'est hier soir. Hier soir, je suis allée voir le film avec Guillaume de Tonquédec, Place des Victoires.
Et je vous recommande d'aller voir ce film. Alors évidemment, j'arrive un petit peu après la bataille, si je puis me permettre, pour une place des victoires, et j'arrive après la bataille. Et je fais du mieux que je peux, hein. Il était diffusé qu'hier soir à Barentin, et avec mes moyens, je préfère aller à Barentin parce que ça me coûte moins cher. Ils sont diffusés un petit peu après la sortie, mais bon. Je trouve ça, j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça vraiment très très juste. Bon, c'est vrai, Guillaume, dans son parcours à lui, déjà, je trouve ça très intéressant parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le rôle qu'il jouait dans Fais pas ci, fais pas ça, enfin, il a souvent le rôle du père installé dans un statut assez conventionnel, de réussite sociale, etc., assez souvent quand même. Et donc, ça, je trouve qu'il y a une évolution dans le personnage qu'il joue qui est intéressant. Et donc là, c'est un ancien chef de petite entreprise qui s'est pété la gueule, dégringole sociale, voilà. Comme ça arrive malheureusement. Et donc, je vous recommande d'aller voir ce film, parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je trouve que j'ai eu un petit peu peur, pour être tout à fait franche, à un moment. J'ai eu un petit peu peur. Il s'agit en fait donc d'un homme seul qui subit la dégringolade à tout point de vue, qui a eu le malheur de lever la main sur sa femme, effectivement, parce que un jour il n'était pas bien, il a levé la main sur elle, et puis elle, évidemment, a saisi ce truc-là pour systématiquement le balayer dans tous les sens du terme. Et c'est en ce sens justement que c'est interpellant. Parce que c'est pas parce qu'un homme lève la main sur sa femme, je suis pas du tout en train de dire qu'il a raison, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est pas parce qu'un homme lève la main sur sa femme que systématiquement, d'une part, il le fera toujours, deuxièmement, qu'il n'est pas conscient de la gravité de ce qu'il a fait, etc., etc. J'utilise toujours l'expression il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je crois que s'il y a un truc qui est absolument fondamental de ne jamais perdre, c'est la notion de nuance. C'est-à-dire que chaque parcours est individuel, chaque couple est, il y a des constances, effectivement, il y a des constances, mais chaque couple est quand même une aventure individuelle et l'histoire de chacun des deux vient évidemment se confronter et il arrive qu'il y ait des paroles qui dépassent la raison et il arrive qu'il y ait des gestes qui dépassent la raison aussi. Pour autant, est-ce que ça veut dire que tout est foutu? Pas nécessairement. La preuve, c'est qu'il y a des hommes qui ont levé la main sur leurs femmes et qui sont conscients de la gravité de leurs problèmes et qui se soignent et qui font amende honorable, vraiment. Et en ce sens, c'est interpellant. Et notamment, moi, ce qui m'a, enfin, comment dire, on l'observe autour de nous toujours, quoi. Je veux dire par là qu'il arrive aussi que des femmes soient particulièrement toxiques. À la limite, je vais être un peu caricatural volontairement, hein, mais à la limite, je préfère voir un homme lever la main, pas nécessairement pour la rabaisser, mais menacer de lever la main sur une femme, plutôt que de voir un homme qui, par principe, ne lèvera jamais la main sur elle, hein, mais qui, par contre, va lui pourrir la vie en tant que pervers manipulateur, de la pire des façons, en dégradant complètement l'image qu'elle a d'elle, etc., lui interdisant de travailler. Et, enfin, il y a des attitudes purement relationnelles et psychologiques beaucoup plus graves encore, quelquefois, que de lever la main sur une femme. Alors évidemment, malheureusement, souvent vous avez les deux. C'est-à-dire que dans la très grande majorité, dans 80% des cas, un homme qui lève la main sur sa femme, souvent, pendant les mois ou les années d'avant, à pratiquer justement une forme de dénigrement, de dévalorisation, etc., de la femme en question pour arriver à lui foutre sur la gueule, pour parler grossièrement. Mais il faut toujours, je pense, se méfier du fait de vouloir clore les histoires et fermer les histoires sans qu'il y ait la moindre possibilité de retour en arrière. Et c'est pour ça, alors, si j'en viens à parler de ça, c'est parce que il se trouve que je suis allée à un vernissage le samedi, là dans le coin, et j'ai rencontré une amie à moi, une très bonne amie, que je connais depuis très longtemps. Et elle m'a parlé justement du phénomène MeToo. Et c'est vraiment pas le genre de femme à, comment dire, à dénigrer le combat de la défense des femmes battues. C'est pas du tout ça, bien au contraire, c'est une femme extrêmement intelligente, sensible et tout. Et voilà. Puis elle m'a dit, mais MeToo, on en a marre, quoi. On en a marre, ça n'en finit pas. Alors c'est interpellant qu'elle me dise ça,
Parce que c'était pas du tout, c'est ce que je vous explique, c'est pas du tout dans un réflexe masculiniste, on va dire, qu'elle disait ça. Pas du tout. Elle expliquait simplement que elle trouvait ça pesant et que ça lui posait problème, quoi. Voilà. Alors pourquoi ça lui posait problème? Souvent, les gens qui sont, comment dire, qui sont inconfortables par rapport à ça, ce sont les gens qui ont eu la chance de vivre dans un milieu, en plus elle a 2 fils, donc c'est intéressant. Ce sont des gens qui ont la chance de vivre dans un milieu où la femme a toujours été respectée. Alors c'est vrai que quand une femme vit dans un milieu où la femme a toujours été respectée, bah, du coup avec la meilleure volonté, elle a plus de difficultés à se sentir en empathie envers les autres femmes. Et ça, c'est certain. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, des familles où la notion d'attouchement, la notion de viol, euh, ça les touchait absolument pas. Chez eux, les générations d'avant, il n'y a jamais eu ce genre de problème, ce qui semblait être vraiment le cas en plus. Et du coup, bah, ça les touche pas, quoi. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir été confronté à un problème pour être crédible ou pour justifier le fait qu'on travaille sur un sujet aussi grave, un sujet de société. Et là, la question reste entière. J'avais eu cette conversation avec ma psychologue il y a très très longtemps, et bien sûr que non, bien sûr que non, c'est pas nécessaire. Mais c'est indéniable que euh, les femmes qui l'ont subi, les femmes qui ont subi un traumatisme en particulier, aux yeux de l'opinion, ont une forme de crédibilité infiniment supérieure par rapport à des femmes qui ne l'ont pas subi. Ça ne signifie pas pour autant que celles qui ne l'ont pas subi doivent se sentir inférieures par rapport à ce combat-là. Surtout pas. Mais dans l'opinion publique, c'est indéniable. Moi, par exemple, j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant, et pour être tout à fait franche, il y a quand même bien longtemps que c'est derrière moi, et que ça m'emmerde d'en parler, pour être tout à fait, tout à fait franc. C'est parce que j'ai plein d'autres choses à faire, quoi. Je veux dire, j'ai pas que ça à faire que de parler de ça, et que de travailler sur ça. Mais quand même, mais quand même, je ne peux que constater autour de moi que dans l'esprit de beaucoup de gens encore, la pédophilie, c'est... Vous avez plein de gens, je vous jure, je vous mens pas, vous avez plein de gens dans l'esprit de qui considérer un enfant comme un jouet sexuel, c'est pas si grave que ça, quoi. Non, mais je vous jure, je vous jure, je vous mens pas. Il y a des tas de gens pour qui Alors évidemment, ces gens-là, si vous voulez, pour peu que ce soit des hommes, ça existe aussi chez des femmes, hein, de toute façon. Ces gens-là, si vous voulez, bah, du coup, si un jour ils ont des mains un peu baladeuses envers un gamin qu'ils ont sous la main, et ils voient pas vraiment où est le mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est extrêmement grave. Ça, c'est extrêmement grave. Et pour lutter contre ça, ben, il faut un Europol, il faut une Europe et un Europol qui soit vachement costaud, quoi. Alors, je vous recommande d'aller voir sur ce sujet Envoyé spécial. Alors, moi, je ne l'avais pas vu le soir même, j'avais vu en rediffusion au sujet des espèces de, pas de milices, mais il y a des regroupements d'adultes bénévoles qui travaillent sous des faux profils sur les réseaux sociaux. Ils débusquent des pédophiles. Donc, je vous recommande d'aller revoir cette émission-là parce que c'est vraiment passionnant. Et moi, j'aime beaucoup étudier la psychologie des personnages, comprendre pourquoi et tout. Enfin bref, donc j'avais travaillé sur le sujet. Et j'ai trouvé ça vraiment troublant quand elle expliquait notamment que euh, une fois qu'elle avait filé rencard au pédophile en question, donc déguisé en jeune fille, quoi, hein, fringuée en jeune fille et tout, avec une casquette et tout. Là. Bon, déjà, il y a le risque, enfin bon, je ne vais pas refaire sur ce que j'ai expliqué l'autre jour, mais il y a les risques physiques, parce qu'elle pourrait très bien tomber sur des gens qui font partie d'un réseau pédophile, par exemple, et puis tout simplement qui lui filent une bastos
dans le caisson, quoi, ou un coup de couteau, ou quelque chose comme ça. Donc la police française est un peu embarrassée par rapport à ça, et c'est à juste titre. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment interpellée, c'est quand elle a expliqué que la majorité des mecs en question, des pédophiles en question, ils sont sur Facebook sous leur nom véritable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans leur esprit, chercher à avoir des relations sexuelles avec une gamine de 12 ou 14 ans, ils voient pas vraiment où est le problème, quoi. Pour eux, ils sont pas pédophiles. Ils sont pas pédophiles parce que, d'ailleurs, ils ont rien commis encore. Ils sont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a un cas d'un vieux vicelard de 85 ans, là. Ils ont perquisitionné son ordinateur. Et le mec, il avait même pas de fichier pédophile sur son ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le mec, il dit, mais je fais rien de mal. Je suis que sur Internet. Je fais rien en vrai, moi. Je fais rien en vrai. Il avait quand même dit à la gamine d'acheter une boîte de préservatif. C'est quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, considérer un gamin comme un sextoy, ils comprennent pas ce qu'ils font de mal, quoi. C'est consternant, quoi. Ils doutent vraiment, au plus profond d'eux-mêmes, ils doutent franchement du fait que ce soit un problème. Alors quoi faire contre ça? Quoi faire contre ça, justement, si ce n'est malheureusement les gens qui en ont été victimes, raconter en quoi, au plus intime de leur être, ça les a détruits. On est bien obligé de s'y coller, du coup, parce que si ceux qui en ont été victimes ne racontent pas au plus profond de leur être en quoi ça les a détruits, ben comment voulez-vous que les gens sachent que ça détruit? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est terrifiant, en fait. C'est qu'on est obligé de raconter nos histoires. Même si on est passé à autre chose, on est un peu contraint de le raconter parce que c'est le seul moyen d'ouvrir les yeux des autres. C'est ça qui est terrifiant, en fait. Mais on n'a pas le choix, de toute façon, on est bien obligé de s'y coller. Hein. On est bien obligé de s'y coller. Et je suis pas la seule. Mais au sujet du viol, c'est pareil. Au sujet du viol, quand vous prenez, moi j'ai déjà entendu de la part de quelqu'un de proche, quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, qui m'a dit un jour, bon, il parlait de l'inceste en fait, hein, il n'a pas prononcé le mot, mais il parlait de l'inceste, et il m'a dit un jour, quand une gamine va avec son père, la gamine, c'est parce qu'elle veut bien, quand même. Hein. Je vous explique pas, je suis devenue blême. Je suis devenue blême. Je lui dis, mais enfin, un père qui a une fille, je lui dis, il est censé veiller sur elle et la protéger. Je lui dis, ça n'a pas à être son partenaire sexuel. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez là? Est-ce que vous vous rendez compte? On a très vite changé de sujet parce qu'il s'est d'où. Enfin bref, il commençait à se prendre un savon tellement vert que a très vite changé de sujet. Mais quand même, alors que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, vraiment beaucoup, avec qui je m'entendais comme la roue en foire, quoi, vraiment, et qui me sorte un truc aussi énorme que ça, j'étais sidérée. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous parlez de viol ou d'agression sexuelle au commun des mortels, la première réflexion qui leur vient, c'est elle a bien cherché, la jupe était un peu courte, elle a picolé. Quelque part, la notion de viol, dans l'inconscient collectif, est une chose banale. Vous entendez bien ce que je vous dis? C'est une chose banale. Alors, pendant qu'on y est, on va enfoncer le clou. Alors, c'est vrai que j'ai le look Marguerite Yourcenar. Bon, que je vous explique. L'autre jour, on m'a ressorti une vidéo à moi, une ancienne vidéo sur Facebook, où j'étais justement, c'était l'hiver, et j'expliquais qu'il faisait 14 degrés dans ma maison. Alors, j'ai ri là à l'instant, parce que je disais, s'il faut qu'il ne fasse que 14 degrés pour que je fasse des super vidéos hyper efficaces, je disais, ça va pas aller, parce que on va renoncer à me mettre le chauffage. Donc, il y a quand même un problème. Mais bon, bref. Oui, ce que je voulais dire, on va terminer par ça, parce que là, ça fait quand même beaucoup pour la même vidéo. Il faudrait arriver à mettre en avant, tiens, pendant qu'on y est, on va sortir carrément l'argenterie. J'ai regardé le concert de Julien Clerc. J'ai regardé le concert de Julien Clerc. Et il y a une chanson que Julien Clerc a écrite qui s'appelle Femme, je vous aime. Chanson extraordinaire. Moi, j'adore Julien Clerc.
c'est ma génération, comme dirait l'autre. Quand on était ado, il était en début de sa carrière et tout, enfin moi je vous la fais courte. Et puis dans Femme, je vous aime, il faut que vous alliez voir les paroles. Parce qu'il y a quand même, à la fin, c'est je vous désire, et même pire. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Je vous désire, et même pire. Julien, il faut faire quelque chose. J'ai déjà vu des chanteurs modifier certaines paroles de certaines chansons. Je propose de remplacer, ou bien d'en rire, plutôt, enfin, avec rire plutôt que pire, franchement. Hein. Parce que ce que ça évoque de façon inconsciente, je vais aller loin, et là il y en a qui vont se dire oh putain, vous avez raison de vous méfier. Ce que ça signifie simplement, dans cette admirable chanson, que ce et même pire sous-entend que le viol est, je dis même pas serait, je dis bien est, un fantasme chez l'homme. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Le viol est un fantasme chez l'homme. Alors maintenant, entendons-nous bien. Aujourd'hui, il va falloir inscrire noir sur blanc, je crois que je vais en faire un calligramme tellement c'est important comme sujet. Il va falloir arriver, messieurs, à faire une énorme différence entre la notion de désir et la notion de fantasme. D'accord? Parce qu'il y a des hommes qui prétendent que les femmes ont le fantasme du viol. And so what? Entre le fantasme du viol et le désir du viol, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Entre des images qui vous passent comme ça pendant l'acte et le désir véritable, c'est juste le feu et l'eau, quoi. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont complètement différentes. Et un homme intelligent doit être capable de comprendre ça. Alors là où certains hommes ont effectivement le fantasme du viol, ça ne veut pas dire pour autant que ce fantasme doit être transformé en désir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est là que réside tout le problème aujourd'hui. Il y a un énorme malentendu sur ce point-là, dans la relation entre les hommes et les femmes, et notamment au sujet de la sexualité entre les hommes et les femmes. Différencier le désir du fantasme. D'accord? Alors vous m'en ferez 10 pages pour la semaine prochaine et je ramasserai les copies. Bon, là j'ai fait fort. Hein. Oh là là, putain. Marguerite Yourcenar est fatiguée. Bon allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Moi je retourne à la peinture, je suis en train de peindre un truc et puis il faut pas trop me faire chier en ce moment.